Brian London, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre maison de Moutier-sous-Chantemerle. Mais tout d'abord, comment un Américain des États-Unis peut-il atterrir à Moutier-sous-Chantemerle? Merci de l'opportunité de parler avec vous tout d'abord. Comment est-ce que j'ai atterri à Moutier-sous-Chantemerle? Eh bien, j'ai épousé une Française il y a des années et je lui avais promis d'essayer de revenir en Europe. Alors, vous êtes né en Caroline du Nord, mais votre enfance vous a ouvert sur le monde, puisque pendant 9 ans, vous avez suivi votre père qui était officier dans l'armée américaine, c'est bien cela? That's correct. Mon père travaillait pour l'armée américaine, il était dans l'artillerie et il a travaillé 33 ans dans sa spécialité et il était spécialisé donc dans l'Asie du Sud-Est. Nous avons donc vécu 3 ans au Japon. Le japonais fut d'ailleurs ma première langue. J'ai aussi passé 3 ans en Thaïlande et 3 ans à Okinawa. Alors après, retour aux États-Unis. Alors retour aux États-Unis pour vos études supérieures qui s'avèreront brillantes parce que j'ai regardé vos diplômes. Diplômé en sciences politiques, diplômé en relations internationales, diplômé en psychologie comportementale. Mais quelle orientation allez-vous prendre avec un tel bagage? Mon père était dans l'armée, mais moi, en fait, j'ai choisi les forces d'intervention spéciale qu'on appelle les Marines. Mon père était haut placé puisqu'il était un colonel et je ne voulais pas, en fait, bénéficier de pistons pour ma progression. Alors, on parle souvent des commandos de marine en France, mais on ne sait pas trop ce que ça représente. Si j'ai bien compris, ça n'a aucun lien avec la marine. Ce sont plus précisément, comme vous l'avez laissé entendre, les forces d'intervention spéciale. C'est vraiment un régiment d'élite. Oui, c'est vrai. It's true. It's a small organization, a small unit that is designed. Oui, c'est une unité, une petite unité dont le but est d'arriver les premiers dans une situation d'attaque et de préparer le terrain pour ceux qui arriveront après. Alors, vous allez rester dans les commandos de marine pendant environ 6 ans. 6 ans, oui. Et puis après, vous tentez une nouvelle aventure. Et pourquoi? Grandi dans une famille militaire et c'est donc ce que j'ai toujours connu et il y a une structure dans un cadre militaire. Donc dans ma recherche d'une éventuelle progression, d'un changement, j'ai trouvé la police qui offrait aussi ce même genre de cadre. Donc j'ai une histoire intéressante. Un jour, c'était en fin de matinée. J'étais dans ma voiture et j'ai entendu donc à ma radio un autre policier qui appelait pour avoir du renfort, de l'aide. Je suis arrivée l'un des premiers donc sur la scène de l'accident. Il y avait beaucoup de policiers, mais je suis arrivée un des premiers et il y avait 2 policiers qui venaient d'être tués. Il y avait sur la scène la personne armée qui était en train de tirer, était encore en train de tirer. Ce qui était assez inhabituel, c'est que ça s'est passé devant un journal, en fait, une rédaction, et qu'au moment où cet homme était en train de tirer, les journalistes prenaient des photos et ont été témoins de la scène en direct. Et ça, il y a eu une grande chasse à l'homme avec des hélicoptères pour essayer de trouver donc, la personne qui avait tiré.
nous a dit qu'un des policiers avait avec lui un psychic, c'est-à-dire un voyant, était venu à la police, il travaillait régulièrement avec la police, et il leur a dit qu'il savait exactement où se trouvait le tueur. Vous voyez la forêt là à côté, si vous allez sur 100 mètres, vous verrez une rivière et il est là. On a formé une chaîne de policiers, on a descendu donc la pente vers la rivière et effectivement à exactement 100 mètres, je suis tombée sur le tueur. Voilà, il était adossé à un arbre et en fait il s'était tiré une balle dans la tête et il était exactement là. Du voyant est quand même assez extraordinaire, mais quel traumatisme vous avez dû garder de cette expérience, de cette tuerie? Not much because Pas vraiment été traumatisé parce que quand on suit la formation, les cours à l'académie de police, on est formé pour ce genre de situation et je me souviens lors de cette chasse à l'homme et de cette recherche, me dire j'ai été formé pour ça, je peux le faire et je vais le faire. Vous êtes resté 4 ans, je crois, dans cette activité. De routière, oui. Vous allez quitter l'uniforme pour une nouvelle expérience. Yes, in the U.S. police. Dans la police aux États-Unis, on a tendance à vouloir élargir un peu son champ d'action et quand on est par exemple dans la police de la Californie, on a envie d'élargir un petit peu ses horizons et de couvrir un territoire plus large. J'ai commencé à rechercher des occupations policières, mais au niveau du gouvernement américain. Comme ça, je n'aurais plus de la frontière des États pour me limiter. Alors, qu'est-ce qu'il vous arrive? Les services secrets. J'imagine que pour arriver au service secret, il doit y avoir une sélection vraiment très, très, très difficile. Le recrutement a pris une année d'examen, d'entretien, de passage au détecteur de mensonges également. Je sais que vous avez eu une formation sur les détecteurs de mensonges. Alors parfois en France, les détecteurs de mensonges, c'est quelque chose qu'on voit dans les films, mais ce n'est pas trop crédible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui l'avez utilisé? Moi, je pense que ça marche. Ce qu'il faut se souvenir au sujet des détecteurs de mensonges, c'est que c'est un domaine des analyses. In the government or in the police utilize many different methods of forensic evidence. Je pense effectivement que ça marche. C'est une des formes de la science médico-légale, donc qui inclut entre autres déjà l'écriture, la reconnaissance de voix, les empreintes, l'ADN et toutes ces choses-là utilisées par la police dans les enquêtes. Alors, le détecteur de mensonges n'est pas une forme de preuve, enfin, n'est pas une preuve médico-légale qui est exacte, mais l'exactitude donc de cette preuve dépend vraiment de la qualification et de l'aptitude de la personne qui fait passer le détecteur. On a parlé, on a fait une petite écartade avec le détecteur de mensonges, mais quelles étaient vos fonctions? C'était pas l'essentiel. Quelles étaient vos fonctions au sein des services secrets? Donc la mission première des agents des services secrets est de protéger le président et le vice-président des États-Unis. En plus de ça, ils protègent les hauts officiels, on va dire, étrangers qui visitent le pays. Ce sera en général des personnes quand même très haut placées, comme des rois, des reines, des présidents ou des premiers ministres.
Pendant cette période-là, vous avez dû connaître pas mal de hautes personnalités et de présidents américains. Quels sont les présidents américains que vous avez côtoyés sur cette période? Donc j'ai protégé président Reagan, président Nixon et le président Ford. Oui, donc effectivement, les présidents qui ne sont plus en fonction, qui sont retraités, on les accompagnait, on les protégeait quand ils sortaient. Tout président qui est à la retraite a droit à une protection où il habite. Deux types d'agents des services secrets. Il y a les agents qui sont assignés à la protection d'une personne, d'un président, et c'est donc leur fonction à plein temps. Et puis il y a les autres agents qui, eux, vont faire de la protection, mais aussi des enquêtes dans des bureaux plutôt plus locaux. Donc ce dernier type d'agent a la chance de pouvoir protéger et rencontrer beaucoup de dignitaires. Par exemple, dans la même semaine, j'ai pu protéger le président d'Algérie et ensuite le président de la Corée du Sud. Mais en dehors des présidents, je crois que vous avez eu des relations ou des liens privilégiés avec des épouses de présidents, parce que je crois que vous avez goûté des petits gâteaux de Madame Reagan. Oui. Mrs. Reagan came to Los Angeles. Madame Reagan s'était déplacée à Los Angeles pour une fonction, un grand dîner. Donc c'était un dîner avec beaucoup d'actrices très connues, et donc Madame Reagan avait revêtu pour l'occasion une robe brillante pleine de strass. Et donc ce soir-là, je devais protéger Madame Reagan. J'étais de l'équipe de nuit. Donc j'étais devant sa porte et elle est arrivée au bout du couloir. Elle rentrait donc du dîner. Elle était avec son assistante. Et elle est rentrée donc dans sa chambre. Donc son assistante est ressortie et a quitté l'hôtel environ 10 minutes plus tard. Et je savais que Madame Reagan était seule dans sa chambre, donc je me suis dit, bon, ça y est, elle va aller se coucher, tout va être calme, je peux me relaxer. Donc j'ai entendu tout à coup la porte s'ouvrir derrière moi et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Donc je me suis retournée et c'était donc Madame Reagan qui avait enlevé ses talons. Donc elle était toute petite, ou du moins beaucoup plus petite que moi. Donc elle avait quelque chose qu'elle tenait derrière son dos, et donc elle a sorti cette grande boîte tupperware avec des gâteaux dedans, et voilà, elle avait fait ces gâteaux avec une amie dans la journée, et elle m'a dit voilà, je pense que vous saurez quoi en faire. Donc les services secrets, sécurité du territoire, contrefaçon, la drogue, l'espionnage industriel sur les hautes technologies et le blanchiment d'argent. Et c'est lors de cette période qu'en 1989, vous avez été nommé directeur de recherche des crimes financiers et que vous avez créé FinCEN. De quoi s'agit-il? FinCEN FinCEN a été créé à une époque où dans le monde on commençait à associer le trafic de la drogue avec le blanchiment d'argent. C'était une époque où il y avait très peu de pays qui avaient des lois concernant le blanchiment d'argent.
And so the Secretary of Treasury, donc le ministère des Finances a donc voulu réunir une équipe pour mettre sur pied un organisme dont la mission serait vraiment de faire de la recherche et des enquêtes sur le blanchiment d'argent. So I was selected with 2 other individuals. Donc j'ai été sélectionnée ainsi que 2 autres personnes pour mettre sur pied cette organisation. Et d'ailleurs, c'est vous qui, c'est en 1990, vous avez accueilli le policier français qui a mis en place ce procédé de recherche des trafiquants en blanchiment d'argent et qui a créé TRACFIN, qui existe toujours aujourd'hui en Europe. Oui, en effet, comme je l'ai dit précédemment, peu de pays à l'époque avaient des lois concernant le blanchiment d'argent et donc on a reçu plusieurs personnes de différents pays qui sont venus nous poser des questions et en recherche d'informations donc sur comment mettre sur pied une telle organisation. Alors vous continuez votre chemin, c'est en 1995, une nouvelle orientation. Vous estimez d'abord que votre formation est insuffisante, et Dieu sait pourtant toute la formation que vous avez déjà eue, et vous intégrez l'école de guerre pendant 1 an. Yes. C'est ça. Ce qui va vous entraîner dans de nouvelles aventures, dans Homeland Security, c'est ça, et direction la Maison Blanche. That's correct. I was en 1997, la guerre froide n'existait pas et le gouvernement américain essayait de trouver de nouvelles orientations. Donc les militaires pensaient qu'ils pouvaient collaborer pour combattre les crimes internationaux. Donc le gouvernement avait besoin qu'un spécialiste en criminologie puisse assister donc au collège de guerre. Donc ils ont mis donc un appel aux nominations dans le gouvernement et j'ai été sélectionnée. J'ai donc assisté au cours du collège de guerre pendant 1 année et le focus était mis sur comment les militaires et la police peuvent collaborer pour aider à combattre le crime international. Alors le crime international va continuer à vous faire avancer dans la vie, si je puis dire, puisque en 2000, vous allez tenir la promesse que vous aviez faite à votre épouse, c'est-à-dire vous allez l'emmener en France. Yes. Quand j'ai quitté le collège de guerre, on m'a envoyé à la Maison Blanche. Donc après 2 ans, j'ai reçu un coup de fil pour me demander si je voulais aller en France. En fait, au début, on m'a offert, il y avait 2 postes et on m'a offert un poste pour 1 mois en fait, pour que quelqu'un puisse revenir en vacances aux États-Unis. Mais en fait, non, on m'a dit non, il y a effectivement un poste de 2 ans en France à Interpol avec possibilité de rallonger pendant 1 an. J'ai dit oui. Quand je suis arrivée, on a pensé que je devais aller dans les crimes financiers. Mais en fait, ils ont décidé de me mettre plutôt dans la planification stratégique. Et après 2 ans, j'ai obtenu le poste de directeur, j'ai monté les échelons. Et ensuite, je suis devenu le premier directeur exécutif d'Interpol. Je travaillais juste en dessous du secrétaire général. À Interpol, vous avez fait, si j'ai bien compris, une mission en tant que détaché américain et après vous avez fait une mission indépendante directement en contrat avec Interpol.
Oui, effectivement, les pays, en fait, donnent certains de leurs officiers à Interpol. Et quand ils sont assignés à Interpol, ils peuvent travailler uniquement pour Interpol sur des dossiers Interpol. If you have something to do that doesn't relate to Interpol but relates to your home country, you must receive. Oui, si pendant cette période on veut travailler sur un dossier qui concerne plutôt son pays, il faut avoir l'autorisation d'Interpol. Alors, en 2008, hop, vous quittez vos fonctions à Interpol. Vous venez vous reposer un petit peu à découvrir en vacances Moutier sous Chantemerle. Et puis, il faut bouger. Vous avez le virus de l'action. Alors, quelle va être votre nouvelle direction? We came in 2008 here. En 2008, effectivement, on est revenu un petit moment au Moutier sous Chantemerle et je ne me sentais pas prêt à prendre la retraite, donc j'ai continué à chercher autre chose. Donc j'ai trouvé un travail en Floride pour les services financiers de la Floride dans le travail sur la fraude. So in Florida, I had 900 employees all over the state of Florida. Oui, donc en Floride, j'avais sous ma responsabilité 900 personnes disséminées sur tout l'État et pour travailler la fraude financière, la fraude à l'assurance, l'incendie criminel et la fraude aussi à la sécurité sociale. J'avais noté, pour aller travailler en Floride, il y a une petite particularité qui, nous, Français, nous surprend un peu. Chaque État américain étant indépendant, vous avez dû faire valider votre formation pour pouvoir travailler en Floride. There's 50 states in the US, and they each have different rules. Florida. Oui, tout à fait. Aux États-Unis, on a 50 États et chaque État a ses lois et ses particularités. Et l'État de la Floride n'accepte pas le certificat, la certification fédérale. Et j'ai donc dû repasser mon certificat de policier, on va dire. Alors, 3 ans en Floride, vous avez fait le tour de la fonction. Vous créez un cabinet de consultants, mais vous n'avez pas le temps de le travailler tellement, puisque l'Iowa vous réclame. Après 1 an à avoir essayé de travailler en tant que consultant indépendant, j'ai décidé que ce n'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. J'ai donc posé ma candidature pour être à la tête du département de la sécurité publique de l'État de l'Iowa. Donc le département de la sécurité publique en Iowa comporte donc tout ce qui est enquête, sécurité routière, il comporte également tout ce qui est renseignements généraux, inclut aussi l'administration et la drogue. Vous qui connaissez bien la sécurité américaine avec tous ses rouages, vous vivez en France depuis quelques années. Qu'est-ce que vous pensez de la sécurité française et quelle est la différence? Est-ce qu'il y a des différences importantes entre la sécurité américaine et la sécurité française? I think the French security is actually very good. I think that the police in France Je pense que la sécurité en France est très bonne, les policiers sont efficaces. Le problème que je peux voir, c'est l'ouverture des frontières. So I believe it was the Schengen Agreement that opened the borders to 23
Je pense que c'est l'accord Schengen qui a ouvert les frontières entre, je ne sais plus, 23, 25 pays. Et donc je pense que c'est difficile de protéger les frontières quand on ne peut pas fermer ces frontières. Alors en 2014, nouvelle fonction, nouveau travail, celui de retraité. Vous voilà donc revenu à Moutier-sous-Chantemerle. Arrivez-vous à vous désintoxiquer du rythme trépidant que vous avez connu pendant toute votre vie? Je pense que ma femme vous dirait que je suis le type de personne qui vit pour travailler, qui ne travaille pas pour vivre. Donc pour moi, c'est pas évident. J'ai l'habitude de travailler de très très longues heures dans le stress un petit peu, et donc c'est pas facile de s'habituer à un rythme différent. Donc quand on est le type de personne que je suis et que vous prenez la retraite, il faut trouver autre chose à faire pour s'occuper. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la marqueterie parce que pendant notre séjour à Lyon, au marché de Noël, on avait acheté une peinture, un cadre en marqueterie que l'on avait offert à la famille, que j'avais trouvé très joli. Donc ça a été ma première passion. Et puis dans l'Iowa, j'ai commencé à m'intéresser au tournage de bois. Et donc l'année dernière, j'ai eu envie d'aller plus loin et de savoir faire plus de choses que du tour à bois et de la marqueterie. J'ai eu envie de faire des meubles. Je suis partie en Écosse pour un an pour assister à des cours professionnels d'ébénisterie. Donc maintenant, je m'occupe avec une combinaison des trois, marqueterie, tour et ébénisterie. Et puis avec tout notre extérieur ici, je passe beaucoup de temps l'été à tout simplement entretenir les alentours de la maison. Alors Brianne, pour conclure, peut-être on vous verra bientôt sur les marchés de Noël de la région. Nous vous souhaitons une bonne retraite active, puisque vous l'avez lancée comme ça, et puis je sens qu'il faut que vous soyez actif. On vous remercie de nous avoir accueillis chez vous, dans votre maison de Moutier sous Chantemerle. On remercie votre épouse, Marilyn, d'avoir fait toutes les traductions. Ça n'a pas été un petit travail, c'est quand même assez fatigant. Alors merci à vous deux.